Un geste de plus, et ni l'argent, ni les mensonges ne te sauveront. Les planches du plancher de notre vieille maison coloniale craquaient comme des bêtes à l'agonie. J'entendais tout à travers les murs fins. 3 heures du matin, et la voix de mon fils Ross était tranchante, dégoûtée. J'ai acheté cette vidéo à un camarade de classe pour 50 balles. C'est maman qui se fait défoncer par un mec dans une BM. La voix de ma fille Amélia me transperça comme une lame rouillée. Supprime ça, espèce d'abruti. PFFF, elle trompe papa depuis 15 ans. S'il la plaque maintenant, adieu la fac. Le divorce va le détruire, et on se retrouvera coincé avec sa vie de loser pour toujours. J'étais assis au bord de mon lit, en caleçon et un vieux t-shirt des Red Sox déchiré. Je fixais la tache d'eau au plafond qui ressemblait à un doigt d'honneur. 47 ans, propriétaire de Murphy's Auto Repair au bout de l'impasse de Main Street, et apparemment le dernier honnête type de Maple Hollow, Massachusetts. Et le plus grand imbécile, à ce qu'il semblait. Ma femme Martha était allongée à côté de moi, respirant profondément, comme si elle revenait d'un énième rendez-vous tardif avec un client au cabinet d'avocat. Elle gérait des dossiers, oui, et apparemment bien plus que ça. Ses cheveux auburn étaient étalés sur l'oreiller comme du vin renversé. Même dans le noir, je sentais son parfum cher, pas la camelote que je lui avais offerte à Noël. 15 ans. Putain de bordel de merde. Je suis sorti du lit et je suis allé à la cuisine, j'ai fait du café. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé du marc sur le comptoir. Par la fenêtre, j'ai vu la maison de Jake Turnbull en face. Là de l'immobilier avec sa pelouse impeccable et sa BMW dans l'allée propre comme un sous-neuf. Jake, qui venait souvent pour des dîners d'affaires avec Martha. Jake, qui semblait toujours savoir quand je travaillerais tard à l'atelier. Le café avait un goût de cendre, mais je l'ai bu quand même. J'ai organisé ma journée autour de la nouvelle réalité, mon mariage était une blague qui durait depuis 23 ans, et mes enfants me considéraient comme un boulet financier. J'ai bâti Murphy's Auto à partir de rien, j'ai travaillé 16 heures par jour pour que cette famille vive confortablement, et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu le méchant de ma propre histoire. À 6 heures du matin, j'étais habillé et je partais pour l'atelier, laissant Martha à ses rêves de la vie de fantaisie qu'elle s'était construite. L'air du matin me mordait à travers ma veste alors que je descendais Elm Street, devant les devantures abandonnées et le café qui était temporairement fermé depuis 3 ans. Maple Hollow se mourait, de la même mort lente que mon mariage. Les deux avaient été magnifiques autrefois. Les deux pourrissaient de l'intérieur. Murphy's Auto était situé entre un terrain vague et Rosie's Dîner, qui servait toujours un café correct et le genre de commérage qui divertissait les petites villes. J'ai déverrouillé les portes des bails et j'ai mis en marche les aérothermes, respirant l'odeur familière de l'huile de moteur et des copeaux de métal. Ici, c'était du travail honnête. Quelque chose est cassé, vous le réparez ou vous admettez que vous ne pouvez pas. Pas de mensonges, pas de conneries, pas de liaison de 15 ans avec des agents immobiliers qui conduisent des BMW. Ma première cliente a été Madame Henderson. Sa vieille Buick produisait des sons comme une baleine mourante quand j'ai soulevé le capot. Elle s'est appuyée contre l'établi, m'a lancé le regard d'une femme qui se nourrissait du malheur des autres. Tom, mon chéri, je déteste te l'annoncer, mais j'ai vu Martha au Lakeside Inn mardi soir dernier. Elle était avec ce beau Jake Turnbull, et ils avaient l'air bien intimes. J'ai gardé les yeux sur le moteur, vérifiant les courroies et les durites. Martha travaille avec Jake parfois, des trucs juridiques pour ses affaires immobilières. Oh, je suis sûr que c'est comme ça qu'ils appellent ça de nos jours. Le rire de Madame Henderson ressemblait à du verre brisé. Par contre, je dois dire qu'elle était rayonnante. Nouvelle coupe de cheveux, robe chère. Tu la gâtes, Tom. Sauf que je ne lui achetais pas de robe chère ou ne payais pas ses nouvelles coupes de cheveux. Mes mains se sont crispées sur la clé à molette quand j'ai réalisé que Jake le faisait probablement. J'ai réparé la Buick de Madame Henderson en 20 minutes, je lui ai fait payer la moitié de ce que ça valait juste pour qu'elle sorte de mon atelier avant que je ne dise quelque chose que je regretterais. Mais alors qu'elle s'éloignait, ces mots résonnaient dans ma tête, ainsi que la conversation nocturne de mes enfants, 15 ans, des vidéos à 50 balles, une BMW. Les pièces se sont emboîtées comme une transmission qui se met en place. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Martha dans la cuisine, portant une robe noire qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Elle vérifiait son téléphone, concentrée comme si elle coordonnait des rendez-vous secrets. Encore un dîner client, ai-je demandé, en ouvrant une bière et en me penchant contre le comptoir. Elle a levé les yeux, et pendant une seconde,
j'ai vu quelque chose clignoter sur son visage. De la culpabilité, peut-être. Ou juste de l'agacement que je l'ai interrompu. Monsieur Dillman veut que je m'occupe de la transaction immobilière de Morrison. C'est compliqué. Beaucoup de pièces mobiles. J'ai dit. Jake est impliqué, j'imagine? Bien sûr. C'est lui l'agent immobilier. Elle a glissé son téléphone dans son sac à main, un sac de marque que je n'avais jamais vu auparavant. Ne m'attends pas. Ça finit tard, ces trucs-là. Je l'ai regardé partir, j'ai remarqué comment elle évitait le contact visuel, comment ses talons claquaient contre le parquet avec l'assurance d'une femme qui avait un endroit important où aller, quelqu'un d'important à voir. Après son départ, j'ai fouillé la maison, méthodique comme si je diagnostiquais un problème de moteur. J'ai trouvé le téléphone jetable dans sa boîte à bijoux, caché sous un enchevêtrement de boucles d'oreilles que je ne lui avais jamais vu. L'historique des messages m'a retourné l'estomac. Explicite. Des photos, des plans détaillés pour des rendez-vous à l'hôtel, des conversations qui remontaient à des années. Le contact de Jake dans le téléphone s'appelait le papa. Je me suis assis sur notre lit, à faire défiler les preuves de la double vie de ma femme, sentant quelque chose de froid et de pointu se loger dans ma poitrine. Les messages étaient crus, passionnés, fréquents. Il parlait de moi comme d'un obstacle, d'une nécessité ennuyeuse qu'il devait contourner. Dans un échange, Martha se plaignait de devoir jouer à la femme au foyer tandis que Jake promettait de l'arracher à toutes ces conneries de petite ville. Les messages les plus récents mentionnaient le Lakeside Inn, la chambre 237, et des plans pour le lendemain soir. J'ai remis le téléphone exactement à sa place, j'ai fini ma bière, et j'ai décidé que ça suffisait. S'il voulait jouer salement, j'apprendrais comment faire. S'il pensait que j'étais trop con ou trop honnête pour riposter, il se trompait lourdement. Le lendemain soir, j'ai dit à Martha que j'étais coincé tard sur un boulot à la radio et je l'ai regardé partir pour un autre dîner d'affaires. Puis j'ai sauté dans mon pick-up et j'ai suivi sa BMW sur les routes sinueuses jusqu'au Lakeside Inn, un complexe de luxe où les chambres coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens de Maple Hollow gagnaient en une semaine. Le parking du Lakeside Inn était fait pour les secrets des lumières tamisées, plein d'endroits où une femme infidèle pouvait cacher sa BMW. Je me suis garé derrière un hangar à matériel où je pouvais voir la porte d'entrée et je me suis installé pour ce que j'espérais être une courte planque. Martha est arrivée la première, traversant le hall comme si elle était chez elle. Elle portait la même robe noire que la veille et tenait un sac de voyage que je n'avais jamais vu auparavant. 20 minutes plus tard, la BMW argentée de Jake s'est arrêtée devant le voiturier. Jake Turnbull en est sorti comme si c'était le roi. 1,90 m, des cheveux impeccables, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de crédit immobilier. Il était beau, d'une manière artificielle qu'ont les mecs qui dépensent une fortune pour être bien, et en le regardant entrer dans le hall, j'ai compris pourquoi ma femme l'avait choisi à ma place. Je suis resté assis dans mon camion pendant 3 heures, à prendre des photos avec mon téléphone et à noter les heures et les plaques d'immatriculation. La partie sensée de mon cerveau n'arrêtait pas de me dire que c'était assez, de rentrer à la maison et de confronter Martha. Mais la partie en colère, celle qui s'était renforcée depuis les commérages de Madame Henderson et les conversations nocturnes de mes enfants, en voulait plus. Je voulais voir leur visage quand ils sauraient qu'ils avaient été pris. À 11h30, je suis entré dans le hall et j'ai dit au réceptionniste que je rejoignais ma femme dans la chambre 237 mais que j'avais oublié ma clé. Le gamin derrière le comptoir avait l'air nerveux, sentant probablement les ennuis venir, mais il a passé l'appel. Madame Murphy, votre mari est là. Ah, d'accord. Oui, madame. C'est bien ça. Il a raccroché et m'a lancé un regard à moitié apitoyé, à moitié professionnel. Elle dit qu'elle descend tout de suite. J'ai attendu dans le hall, en regardant les faux trucs rustiques et en me demandant combien d'autres mariages étaient morts dans ce palais d'adultère hors de prix. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Martha en est sortie seule, les cheveux en bataille et sa robe un peu froissée. Elle m'a vu et est devenue blême, sa main s'élevant pour remettre ses cheveux en place. Tom, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche ma femme. J'ai gardé un ton neutre, comme si on bavardait. Drôle de chose. J'ai appelé le cabinet d'avocats et ils ont dit que tu étais parti à 5 heures. Pas de dîner d'affaires ce soir. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé mon téléphone, en lui montrant une des photos. Belle BMW. Jake Scott. Je parie que c'est amusant de se balader dedans. La couleur a complètement quitté son visage. Tom, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin.
J'ai trouvé ton autre téléphone, j'ai lu tous les textos, j'ai vu les photos que tu envoies à papa. Je me suis approché, baissant la voix. 15 ans, Martha. C'est ce qu'Amelia a dit. 15 ans de ça. Son masque s'est fissuré, et j'ai vu sa vraie nature. Pas la femme et la mère aimante qu'elle jouait, mais quelqu'un de froid et de calculateur qui jouait à un jeu que j'étais trop honnête pour voir. Les enfants sont au courant. Sa voix était un murmure. Ross a acheté une vidéo de toi à un de ses camarades de classe. 50 $ pour des images de sa mère se faisant baiser par son amant. C'est ça, le temps en famille. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas sincère. Pas désolée, juste furieuse de s'être fait prendre. Tom, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je peux tout expliquer. J'en suis sûr. Tu as eu 15 ans de pratique. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Ah, et dis à Jack que j'ai crevé 2 de ses pneus. Ça m'a semblé être la chose à faire entre voisins. Je l'ai laissé planter là et je suis sorti sur le parking, où Jack se tenait à côté de sa BMW, fixant 2 pneus à plat comme si sa nuit parfaite venait d'exploser. Quand il m'a vu, son visage est passé de la confusion à la reconnaissance, puis finalement, à la peur. « Espèce d'enfoiré », a-t-il dit en sortant son téléphone. « J'appelle les flics. »« Vas-y, raconte-leur que tu baisais ma femme dans une chambre d'hôtel pendant que je bousillais ta bagnole. Je suis sûr que ça va cartonner avec tes clients de l'immobilier. » Je l'ai dépassé en marchant vers mon pick-up, puis je me suis arrêté. « Ah, et Jack, la prochaine fois que tu veux jouer à la famille avec la femme de quelqu'un d'autre, évite de le faire dans une ville où tout le monde est au courant des affaires de tout le monde. » J'ai traversé les rues désertes pour rentrer, avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années du pouvoir, prendre le contrôle au lieu de simplement l'encaisser. La colère était toujours là, brûlant dans ma poitrine comme si j'avais avalé de l'essence, mais maintenant elle avait une direction. Quand je suis rentré, la maison était sombre et silencieuse. Ross et Amelia dormaient sûrement, rêvant des rêves que rêvent les jeunes de 20 ans quand leur famille part en vrille. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fait une liste de tout ce que je savais, de tout ce que j'avais découvert, et de tout ce que j'allais faire à ce sujet. Martha est rentrée à 2 heures du matin, se faufilant comme une ado. Je l'attendais dans le salon, assis dans mon fauteuil avec une bière et le téléphone jetable sur la table. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Non, il ne faut pas. Il fallait qu'on parle il y a 15 ans, avant que tu commences à te taper Jack Turnbull. Maintenant, il faut qu'on trouve comment en finir sans détruire ce qui reste de nos enfants. Ni le respect qu'on pourrait encore avoir l'un pour l'autre. » Elle s'est assise sur le canapé, gardant cette distance entre nous, comme si elle avait toujours été là. « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu me trompes depuis 15 ans, tu balances du fric qu'on n'a pas dans des fringues et des hôtels et Dieu sait quoi d'autre, pendant que je me tue au boulot 16 heures par jour pour faire bouillir la marmite. » J'ai pris mon téléphone, en faisant défiler les messages. Selon ça, tu prévois de me quitter dès que les gosses sont diplômés. Super attentionné, Martha. Tom, s'il te plaît. La seule chose que je veux t'entendre dire, c'est comment on va gérer ça. Tu veux demander le divorce, ou c'est moi qui m'en occupe? Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente, plus dure, plus vraie que je ne l'avais entendue depuis des années. Je veux la moitié de tout. La maison, l'entreprise, les comptes de retraite. Et je veux une pension alimentaire. J'ai failli rire. Tu veux que je te paye pour m'avoir trompé? Je veux ce à quoi j'ai droit après 23 ans de mariage. Ce à quoi tu as droit, c'est un coup de pied au cul et un billet aller simple hors de la ville. Je me suis levé, soudain épuisé. Mais on laissera les avocats s'occuper de ça. En attendant, tu dormiras dans la chambre d'amis. Elle a acquiescé et est montée à l'étage, me laissant seul avec ma bière, ma colère, et le sentiment grandissant que ce n'était que le début. Demain, toute la ville sera au courant. Madame Henderson répandra la nouvelle comme une traînée de poudre. Et à midi, tout le monde à Maple Hollow parlera de Tom Murphy, le pauvre con dont la femme le trompe depuis 15 ans. Mais alors que j'étais assis dans mon fauteuil, à planifier mes prochaines actions, j'ai réalisé quelque chose. Je me fichais de ce qu'il pensait maintenant. Pour la première fois depuis des décennies, j'allais arrêter d'être le gentil, l'honnête homme, le crétin qui respecte des règles que personne d'autre ne suit. S'ils veulent un méchant, je vais leur en donner un qui vaut la peine qu'on en parle.
Les ragots vont vite à Maple Hollow, surtout quand il est question de sexe, de trahison et d'humiliation publique. Au moment où j'ai ouvert Murphy's Auto le lendemain matin, la moitié de la ville était déjà au courant de ma confrontation nocturne avec Martha et Jake au Lakeside Inn. Madame Henderson a été ma première cliente, encore une fois, pratiquement en effervescence en m'apportant un café et une viennoiserie du Rosie's dîner. Tom, mon chéri, j'ai entendu parler de la nuit dernière. Toute la ville est en émoi. Jake Turnbull raconte à tout le monde que tu es fou, que tu l'as attaqué sans raison. Elle s'est penchée plus près, les yeux brillants. Mais entre toi et moi, tout le monde était au courant pour lui et Martha. On ne savait juste pas comment te le dire. J'ai pris le café, mais pas la sympathie. J'apprécie l'info, Madame H. Un peu tard, mais j'apprécie quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Réparer des voitures. Comme d'habitude. Mais ce n'était pas toute la vérité. Pendant que je travaillais sur la Buick de Madame Henderson, je planifiais aussi ma prochaine action. La confrontation à l'hôtel avait fait du bien, mais ce n'était que le coup d'envoi. Si Martha voulait la moitié de tout ce que j'avais construit, elle allait devoir se battre pour l'obtenir. Et si Jake pensait qu'il pouvait voler ma femme et ensuite faire la victime quand je ripostais, il était sur le point d'apprendre à quel point il pouvait se tromper. Mon téléphone a vibré avec un texto de Ross. Papa, il faut qu'on parle. On passe au garage à midi. 1 heure plus tard, mes 2 enfants ont franchi les portes du garage avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ross avait mes cheveux noirs et ma carrure, mais il se tenait comme s'il n'avait jamais eu à travailler de ses mains. Amelia ressemblait à sa mère. Grande, élégante, avec des cheveux auburn et des yeux verts qui pouvaient couper du vert quand elle était en colère. Ils étaient tous les deux furieux maintenant. Papa, c'est quoi ce bordel que t'as fait hier soir? La voix d'Amelia aurait pu décaper un mur. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et leur ai accordé toute mon attention. J'ai surpris votre mère en train de me tromper et je l'ai confrontée à ce sujet. Vous vous attendiez à ce que je fasse quoi? Gérer ça en privé, a dit Ross. Pas en faire un spectacle public. Tu te rends compte de l'impact que ça a sur nous? J'ai senti la colère monter à nouveau, brûlante et vive. Votre mère se tape Jake Turnbull depuis 15 ans, claquant l'argent qu'on n'a pas avec son amant, pendant que je me crève le cul à payer vos études, et vous vous inquiétez de la façon dont le fait qu'elle se fasse choper vous affecte? On était au courant pour maman, a dit Amelia doucement. On le sait depuis des années. Et vous n'avez jamais pensé à m'en parler? Qu'est-ce qu'on était censé dire? La voix de Ross a un peu craqué. Et, papa, maman te trompe, mais on a besoin que vous restiez mariés jusqu'à ce qu'on ait notre diplôme pour que nos vies ne soient pas foutues en l'air? L'honnêteté était brutale, mais je la respectais plus que n'importe quel mensonge. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Je suis censé faire comme si de rien n'était pour que vous puissiez terminer vos études. On est censé être des adultes dans cette histoire, a dit Amelia. Divorce discret, partage équitable, et on passe à autre chose. Pas ce truc. Ce truc, c'est moi qui me défends enfin, ce que j'aurais dû faire il y a 15 ans. C'est toi qui es égoïste, a-t-elle rétorqué. Maman a fait des erreurs, mais elle reste notre mère. Et maintenant, toute la ville pense que c'est une espèce de pute parce que tu n'as pas été capable de régler tes affaires en privé. Le mot m'a frappé de plein fouet. Pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il montrait à quel point mes propres enfants avaient choisi leur camp sans même que je sache qu'il y avait une guerre. Votre mère a fait des choix, ai-je dit prudemment. Pendant 15 ans, elle a choisi de me mentir, de voler notre famille, de m'humilier devant toute la ville. Je ne l'ai forcé à rien. Et maintenant, c'est toi qui fais des choix, a dit Ross. Des mauvais. Ils sont partis sans dire au revoir, et j'ai passé le reste de l'après-midi à travailler sur la remise en état d'une transmission, essayant de me perdre dans le travail honnête des engrenages et de l'hydraulique. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des textos d'amis, qui me soutenaient. Des textos d'inconnus, qui me traitaient de méchant. Puis, un message de Jake Turnbull lui-même. Il faut qu'on parle. Terrain neutre. Rosie's dîner, 18h. J'ai failli le supprimer. Mais j'étais trop curieux. 18h. Je suis entré chez Rosie's. Jake était dans une banquette au fond, avec l'air d'avoir passé la journée avec des avocats. Il avait troqué son costume habituel contre un jean et un polo, essayant d'avoir l'air normal. Tom, merci d'être venu. Je me suis assis en face de lui. Un café, Rosie.
Ça va être intéressant. Écoute, je sais que t'es en colère. T'as toutes les raisons de l'être. Mais il faut qu'on gère ça comme des adultes. Les adultes ne se tapent pas les femmes des autres. Il avait l'air mal à l'aise, pour une fois. Ça ne devait pas se passer comme ça. Martha et moi, on est tombés amoureux. Ce n'était pas prévu. 15 ans, ce n'était pas prévu. Des chambres d'hôtel et des téléphones jetables et des comptes bancaires secrets, ce n'était pas prévu. Je me suis penché en avant. Jake, j'ai vu les messages. Vous deviez attendre que mes enfants soient diplômés, puis divorcer de moi et prendre la moitié de mon entreprise. Ça me semble plutôt bien planifié. On n'a jamais voulu te faire de mal. Vous vouliez juste me voler. Rosie a apporté mon café, puis a disparu. Jake a attendu qu'elle soit partie, puis s'est penché en avant. Voilà ce qui va se passer. Martha demande le divorce. Tu vas coopérer, partager les choses équitablement, et on passe tous à autre chose. Plus de scènes. Plus de vandalisme. Plus de drame. Sinon quoi? Sinon, je ferai en sorte que tout le monde dans cette ville sache ce que tu es vraiment. Les cuites, les jeux d'argent, les fois où tu as frappé Martha. J'étais sorti de la banquette avant qu'il ait fini, attrapant sa chemise et le tirant vers le haut. Le dîner est devenu silencieux. Tout le monde a arrêté de parler, nous observant. Je n'ai jamais frappé ma femme, espèce d'ordure menteuse. Je ne joue pas, et je bois peut-être 3 bières par semaine. Je l'ai repoussé dans la banquette, brutalement. Mais si tu veux voir quel genre d'homme je suis vraiment, continue à parler. Jake a redressé sa chemise, le visage rouge. Tout le monde a vu ça, Tom. Tout le monde t'a vu craquer et m'attaquer sans raison. J'ai regardé autour de moi. Des visages choqués. Des visages désapprobateurs. Quelques-uns avaient l'air d'approuver. Madame Henderson était dans sa banquette, prenant des notes comme une journaliste. Bien, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. Qu'il voie. Qu'il sache que Tom Murphy en a enfin eu marre d'être le dindon de la farce. J'ai jeté un billet de 5 sur la table pour le café et je suis sorti. Que Jake explique à une salle pleine de témoins pourquoi il venait d'essayer de faire chanter le type dont il baisait la femme depuis 15 ans. En rentrant chez moi, je savais que j'avais franchi une ligne. Le vieux Tom Murphy, celui qui réparait des voitures et payait les factures et faisait confiance à sa femme, avait disparu. Maintenant, il y avait quelqu'un de plus dur, de plus en colère, et qui se foutait de ce que les gens pensaient. S'il voulait se battre, il l'aurait. Mais ce serait selon mes conditions, mes règles. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, surprise. Victoria, la sœur de Martha, était assise à ma table de cuisine, en train de boire du café dans mon mug préféré. On aurait dit qu'elle préférait se faire opérer à vif. Victoria était tout ce que Martha feignait d'être. Réussie, sophistiquée, intimidante. Conseillère financière à Boston, Mercedes, elle avait toujours pensé que sa sœur avait mal tourné en se mariant. Tom. Pas de bonjour, rien. Il faut qu'on discute de cette situation. L'infidélité de ta sœur, c'est ça la situation. Maintenant, c'est ta réaction qui l'est. Victoria a sorti son téléphone, m'a montré une vidéo. Mon sang s'est glacé. Des images de vidéosurveillance de chez Rosie. Moi, attrapant Jake, le balançant dans la banquette. C'est une agression, Tom. Jake pourrait porter plainte. J'ai versé du café, je me suis assis. J'essayais de rester calme. Jake ne portera pas plainte. Il ne veut pas attirer l'attention. Peut-être pas, mais cette vidéo est partout sur les réseaux sociaux. Les groupes Facebook locaux, Twitter, partout. Tu deviens célèbre, Tom. Le mari cinglé qui n'accepte pas que sa femme le quitte. Elle a glissé vers un autre écran. Un post Facebook d'une parfaite inconnue, Tom Murphy, de Murphy & Auto. A pété les plombs chez Rosie hier soir. A agressé Jake Turnbull sans raison. Ce type est dangereux. Les commentaires étaient cruels. Des gens que je connaissais depuis des années. Des clients, des voisins. Ils me traitaient de déséquilibré. Voilà ce qui va se passer, a dit Victoria. Martha dépose une demande de divorce aujourd'hui. Tu accepteras un règlement équitable. La moitié de la maison, la moitié de ton entreprise, une pension alimentaire raisonnable. En échange,
elle ne portera pas plainte pour harcèlement, mauvais traitement ou violence conjugale. Violence conjugale? J'ai failli rire. Je n'ai jamais touché ta sœur. Tu l'as suivie jusqu'à un hôtel. Tu as vandalisé la voiture de Jake. Tu l'as agressé physiquement en public. La voix de Victoria était sèche, professionnelle. Un bon avocat pourrait manipuler tout ça pour faire croire que c'est moi qui suis en train de péter les plombs. Et les 15 années où elle m'a trompé? Et l'argent qu'elle a siphonné de nos comptes pour des hôtels et des fringues de luxe? L'adultère n'est pas illégal dans le Massachusetts, et Martha peut dépenser l'argent des comptes communs. Je la fixais. C'est là que ça m'a frappé, c'était planifié, probablement écrit par des avocats payés pour démolir des types comme moi. Tu l'as aidée, pas vrai? Toutes ces années. Tu savais ce qu'elle faisait. Le visage de Victoria n'a pas tressailli. J'ai aidé ma sœur à supporter un mariage pourri avec un type incapable de lui offrir la vie qu'elle méritait. La vie qu'elle méritait? J'ai répété, les mots avaient un goût de poison. C'est quoi, cette vie, Victoria? Celle où elle peut baiser à droite à gauche pendant que je travaille 16 heures par jour pour la payer? Celle où elle n'a pas à faire semblant d'être heureuse avec un mécanicien de campagne qui a connu son heure de gloire au lycée? Cette insulte? C'était un couteau, destiné à blesser profondément. Mais au lieu de faire mal, ça a fait tilt. Il ne s'agissait pas seulement de l'adultère de Martha. C'était une question de classe. De statut. De gens qui se croyaient supérieurs et qui décidaient qu'ils pouvaient simplement prendre ce que j'avais construit. Sors de chez moi, Tom. Sors tout de suite, avant que je ne fasse quelque chose qui te donne vraiment des raisons de porter plainte. Victoria a ramassé ses affaires, en essayant de rester calme, mais j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Peut-être qu'elle réalisait que le mécanicien de campagne était peut-être plus dangereux qu'elle ne le pensait. Tu as 48 heures pour accepter le règlement, a-t-elle dit depuis l'embrasure de la porte. Après, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fait une liste de tous ceux qui étaient contre moi. Martha, Jake, Victoria. Probablement la moitié de la ville, à en juger par les publications sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai fait une liste des personnes qui pourraient encore être de mon côté. Elle était beaucoup plus courte. Mais en regardant les noms, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin d'une armée d'alliés. J'avais juste besoin des bons. Des gens qui comprenaient la loyauté, qui valorisaient l'honnêteté, qui seraient prêts à aider un type à se défendre contre des gens qui pensaient pouvoir le détruire sans en payer le prix. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à appeler. Le premier, c'était Sal Benedetto, qui était propriétaire de la salle de boxe où je m'entraînais 3 fois par semaine. Sal avait 65 ans, il était bâti comme une brique et il tenait la salle depuis avant ma naissance. Il avait tout vu et il ne jugeait pas les gens pour leurs erreurs. Tom, espèce d'abruti. J'ai entendu dire que t'avais enfin des couilles. Sal, j'ai besoin d'un service. T'as encore des contacts avec des gens qui savent des trucs? Des gens qui peuvent trouver des infos. Ça dépend de quel genre de trucs, et ça dépend pourquoi tu en as besoin. Je lui ai parlé du divorce, des menaces de Victoria, des conneries sur les réseaux sociaux qui me dépeignaient comme un harceleur fou. Sal est resté silencieux pendant un long moment. Ces gens se croient intelligents, Tommy, mais les gens intelligents font aussi des erreurs. Donne-moi quelques jours. Je vais voir ce que je peux déterrer. Le deuxième appel, c'était à Danny Kowalski, qui était propriétaire du magasin de pièces détachées automobiles et qui était mon pote depuis le lycée. Danny était le genre de type qui n'oubliait jamais une faveur, un affront, ou une rumeur croustillante. Danny, il faut que tu me trouves tout ce que tu peux sur les affaires de Jake Turnbull. Transactions immobilières, prêts, tout ce qui est intéressant. Tu prépares une connerie, Tom? Je prépare un coup intelligent, peut-être pour la première fois de ma vie. Troisième appel à ma comptable, une femme futée du nom de Carole qui gérait mes comptes depuis 10 ans. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé de faire un audit complet de tous les comptes joints, des cartes de crédit et des dépenses professionnelles. Tom, ça va dégénérer. T'es sûr de vouloir aller jusque-là? C'est eux qui ont commencé ce chemin il y a 15 ans. Je me décide enfin à les suivre, c'est tout. À la fin de la journée, j'avais un réseau de personnes qui travaillaient à mettre au jour la vérité sur la vie secrète de ma femme et les combines douteuses de son amant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la salle de sport et j'ai passé 2 heures à cogner sur le sac de frappe,
à extérioriser 15 ans de frustration et de colère. Sal regardait depuis son bureau, me hurlant des conseils pour garder ma garde haute et bien accompagner mes coups. Quand j'ai eu fini, il m'a appelé et m'a tendu une bière qu'il gardait dans le mini-frigo derrière son bureau. Tommy, tu te rappelles ce que je t'ai appris sur le combat? Frappe fort, frappe le premier, n'arrête pas tant que l'autre n'est pas à terre. C'est une partie de la leçon, mais le plus important, c'est de savoir quand on est en train de se battre. Certains, ils se font cueillir à froid et ils pensent encore qu'ils sont en train de discuter. Ils essaient d'être raisonnables avec des gens qui essaient de les détruire. Il a pointé du doigt le sac de frappe. Tu te fais cueillir à froid depuis 15 ans. La question, c'est, est-ce que tu es enfin prêt à te battre, ou est-ce que tu essaies encore d'être raisonnable? J'ai fini ma bière et j'ai regardé le vieil homme qui m'avait appris plus de choses sur la vie que mon propre père. Sal, je crois que j'en ai marre d'être raisonnable. Tant mieux, parce que, d'après ce que tu m'as raconté, ces gens-là ne cherchent pas à être justes. Ils veulent prendre tout ce que tu as construit et te faire remercier pour ça. Alors, je fais quoi? Sal a souri, et j'ai vu quelque chose de dangereux dans ses yeux. Tu apprends tout ce que tu peux sur eux. Leurs secrets, leurs faiblesses, leurs points sensibles. Et ensuite, tu utilises ces informations pour leur faire regretter d'avoir entendu ton nom. J'ai repris la route vers chez moi à travers les rues paisibles de Maple Hollow, en passant devant la maison de Jake avec sa pelouse impeccable et ses fenêtres sombres. Devant le cabinet d'avocat où Martha avait passé 15 ans à planifier ma destruction. Devant tous ces endroits où j'avais vécu dans le mensonge sans le savoir. Mais je n'étais plus le même type qui avait parcouru ces rues la semaine dernière. Ce type était honnête, confiant, un parfait idiot. Maintenant, j'apprenais quelque chose de nouveau. Quelque chose que mes ennemis allaient regretter d'avoir créé. 3 jours plus tard, Sal a appelé avec la première information croustillante. Tommy, ton Jake a des problèmes. L'immobilier, c'est un milieu pourri, apparemment. On s'est retrouvé à la salle de sport après la fermeture, l'endroit désert à part l'odeur de sueur et les échos des anciens combats. Sal avait un dossier manie épais rempli de papiers, et il avait l'air plus sombre que d'habitude. Jake Turnbull a une combine en douce depuis 5 ans. Il achète à bas prix à des gens désespérés, il revend vite. Il ne dit pas toujours aux nouveaux acheteurs qu'il y a des problèmes. Rien d'illégal, techniquement, mais louche à souhait. Il m'a refilé une pile de papiers. Des plaintes déposées auprès de l'État. Des lettres de colère d'acheteurs qui ont découvert des fondations pourries ou un câblage défectueux après avoir signé. Des procès réglés à l'amiable. Ça devient encore mieux. Sur ces propriétés, ta femme s'est occupée de tout l'aspect juridique. Elle a rempli les papiers, traité les paiements, s'est assurée que tout avait l'air légal. J'ai fixé les papiers, voyant la signature de Martha partout. Elle l'aidait à arnaquer des gens. Pire que ça. Regarde ça. Sal a sorti un relevé bancaire, les noms masqués. Compte joint, ouvert il y a 2 ans. Jake et Martha, partenaires à parts égales. Ils se partagent les bénéfices à 50-50. Les chiffres étaient hallucinants. En 2 ans, ils ont empoché près de $200 000 grâce à cette arnaque immobilière. De l'argent qui n'est jamais apparu sur nos comptes. De l'argent que Martha a caché pendant que je me démenais pour payer les études des enfants et maintenir l'entreprise à flot. Il y a autre chose, a continué Sal, Jake est marié. Sa femme vit dans le Connecticut. Elle croit qu'il travaille à Boston la plupart du temps. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe à Maple Hollow. Ni de ta femme. J'ai levé les yeux. Il trompe sa femme avec ma femme? On dirait bien. Et écoute ça. La femme de Jake est blindée de thunes. Argent de famille, fonds fiduciaires, tout le bazar. Si elle découvre son business parallèle et sa maîtresse, Jake perd tout. Première bonne nouvelle depuis des semaines. J'ai souri. Un vrai sourire, pas la grimace amère que je portais. Sal, espèce de magnifique salaud. Comment t'as dégoté tout ça? Je connais des gens qui connaissent des gens. Et je sais quelle question poser. Il s'est adossé. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai pris les papiers, je les ai remis dans le dossier. Je vais donner à Jake et Martha une chance d'être raisonnables. Et s'ils ne le sont pas? Je vais leur compliquer la vie, et pas qu'un peu. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau de Jake, laissé un simple message. Faut qu'on parle aujourd'hui. Tu choisis l'endroit,
mais ça se fera. Il a rappelé 1 heure plus tard, la voix crispée. Tom, je ne crois pas qu'on ait quoi que ce soit à se dire. Oh, je pense qu'on a matière à discussion. Comme tes affaires immobilières, ton compte joint avec ma femme, et ton autre femme dans le Connecticut. Choisis un endroit, Jake. Un endroit discret. Long silence. Murphy S. Auto. Dans 1 heure. Il est arrivé dans une autre voiture, une Audi noire au lieu de la BMW, et on aurait dit qu'il avait pris 5 ans depuis le Rosie S. Ses cheveux toujours impeccables étaient en désordre, ses beaux vêtements froissés, et ses mains tremblaient en allumant une cigarette. « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai tendu des copies des relevés bancaires et des documents immobiliers. « Je veux la vérité. Depuis combien de temps tu voles les gens, combien d'argent vous avez caché, toi et Martha, et ce que ta femme dans le Connecticut sait de tout ça. » Jake est devenu livide en feuilletant les pages. « T'as eu ça où? Est-ce que ça importe? » Ce qui importe, c'est ce que je vais en faire. Je me suis appuyé contre mon établi, savourant sa panique. Tu vois, Jake, j'ai repensé à notre conversation au Rosie S. Tu as menacé de répandre des mensonges sur moi, de me faire passer pour un alcoolique violent. J'ai quelque chose de mieux. La vérité sur toi. Tom, écoute. Non, c'est toi qui vas écouter. Voilà comment ça va se passer. Tu vas transférer chaque centime de ce compte joint sur le compte de mon entreprise. Tu vas rompre avec ma femme, et tu vas disparaître de Maple Hollow. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux. Parce que si tu ne le fais pas, j'envoie des copies de ça à l'ordre des agents immobiliers, au fisc, et à ta femme dans le Connecticut. Et je les poste sur tous les réseaux sociaux de la ville, avec des photos de toi et Martha au Lakeside Inn. Jake a laissé tomber sa cigarette, l'a écrasée. Tu parles d'extorsion. Je parle de conséquences. Quelque chose que toi et ma femme semblaient avoir oublié. J'ai pris mon téléphone, lui ai montré un brouillon de courriel avec les pièces jointes prêtes à être envoyées. T'as 24 heures. Transfère l'argent, mets fin à la liaison, quitte la ville, où tout le monde découvrira qui tu es vraiment. Et si je fais ce que tu veux? Alors ça reste entre nous. Table rase, nouveau départ. Tout le monde passe à autre chose. J'ai qu'à fixer le téléphone, faisant le calcul. Finalement, il a acquiescé. 24 heures. Après son départ, j'ai appelé Carole, la comptable, pour lui dire de surveiller tous les comptes pour tout mouvement suspect. Puis j'ai appelé Sal, pour lui dire d'être prêt. Si Jake décidait de se battre au lieu de fuir. Ça allait vite dégénérer. Ce soir-là, Martha est rentrée tard du bureau et m'a trouvé qu'il attendait dans le salon avec un verre de whisky et un dossier rempli de preuves. Faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a vu le dossier, c'est figé. Tom, c'est quoi, ça? C'est la fin de ton arnaque qui dure depuis 15 ans. Assieds-toi. Elle s'est perchée sur le bord du canapé, gardant ses distances, mais n'a pas pu cacher sa peur. J'ai ouvert le dossier, étalant les documents comme des cartes à jouer. Compte bancaire joint avec Jake. 200 000 $ de bénéfices cachés. Fraude immobilière. Un petit ami marié qui ment aux 2 femmes. Je l'ai regardé. Tu as quelque chose à ajouter? Le sang-froid de Martha a fini par céder. Tom, je peux expliquer. Pas d'explication, juste des choix. Tu peux coopérer à un règlement de divorce raisonnable. Partage à 50-50 des biens légitimes. Pas de pension alimentaire, garde partagée ou toute relation que nous pourrons sauver avec nos enfants. Ou je peux rendre tout ça public et te laisser expliquer à tous les habitants de la ville comment tu as volé tes voisins en prétendant être une femme et une mère respectable. Tu ne ferais pas ça. L'ancien Tom ne l'aurait pas fait. Mais l'ancien Tom était un idiot qui faisait confiance à des gens qui le dépouillaient. J'ai refermé le dossier. Le nouveau Tom se soucie beaucoup moins d'être gentil. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Et Jake? Jake a ses propres problèmes. Je m'inquiéterais pour toi, Tom. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Pendant 15 ans. J'ai terminé mon whisky et me suis levé. Tu as jusqu'à demain soir pour te décider. Règlement raisonnable ou humiliation publique. À toi de choisir.
Je l'ai laissée assise dans le salon et suis monté dans la chambre d'amis où je dormais depuis la nuit où j'ai trouvé son téléphone jetable. Allongé dans le noir, j'ai pensé à l'homme que j'étais il y a à peine une semaine. Confiance, travailleur, honnête jusqu'à l'excès. Cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus pragmatique. Quelqu'un qui comprenait que parfois, la seule façon de traiter avec des gens qui ne respectent pas les règles, c'était d'arrêter de les respecter soi-même. Demain, je saurais si Jake et Martha étaient assez intelligents pour accepter l'accord que je leur proposais. Sinon, j'étais prêt pour la prochaine phase de la guerre qu'ils avaient commencée il y a 15 ans. De toute façon, j'en avais fini d'être le pigeon de ma propre histoire. Jake a transféré l'argent. À 23h47, 13 minutes à peine avant la date limite, 217 000 $ atterrissaient sur le compte de Murphy & Auto, accompagné d'un bref message, comme convenu, je quitte la ville demain. J'étais assis dans mon bureau à l'atelier, à siroter un café et à regarder la page web de la banque se rafraîchir quand le virement s'est effectué. Pendant un moment, je suis resté planté devant le chiffre affiché. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu au même endroit. Volé à ma famille au terme de 2 ans de combines secrètes et de partenariats dissimulés. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jake. Virement effectué. J'en ai fini avec Martha. Fini Maple Hollow. On est quitte, ai-je répondu. On sera quitte quand tu auras quitté la ville depuis 24 heures. Le lendemain matin a apporté des complications inattendues. Martha avait disparu quand je me suis réveillé, avec 2 valises et la plupart de ses vêtements. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Parti chez Victoria pour réfléchir. Besoin d'espace pour voir ce qui va se passer. J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle. Filer chez sa sœur, c'était tout Martha. Éviter la confrontation, laisser quelqu'un d'autre gérer les conversations difficiles. Mais ça voulait aussi dire qu'elle tramait probablement quelque chose, qu'elle prenait conseil auprès d'avocats et de conseillers financiers spécialisés dans la protection des femmes infidèles contre les conséquences de leurs actes. Mon téléphone a sonné alors que je me préparais pour le travail. Le nom de Ross s'affichait. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Maman est chez tante Victoria, elle pleure et parle d'avocat. Elle dit que tu l'as menacée. Je lui ai donné un choix. Le même choix que j'ai donné à Jake. Quel choix? Un accord raisonnable ou l'humiliation publique? Elle a choisi la porte numéro 3. La fuite. Papa, c'est dingue. Tu ne peux pas faire chanter maman pour qu'elle renonce à ses droits. Je ne fais chanter personne. Je lui offre un accord équitable basé sur des actifs légitimes, pas sur l'argent qu'elle a volé en me trompant. Je me suis arrêté, choisissant mes mots avec soin. Ross, ta mère et Jake ont monté des arnaques immobilières pendant 2 ans. Ils ont gagné plus de 200 000 $ en escroquant les gens de cette ville. De l'argent qui aurait dû servir à tes études, à maintenir cette famille unie. Silence à l'autre bout du fil. Ce n'est pas possible. C'est prouvé au relevé bancaire, transactions immobilières, plaintes déposées auprès de l'État. Ta mère ne me trompait pas seulement, Ross. Elle volait nos voisins. Je ne te crois pas, alors passe à l'atelier. Je te montrerai les preuves. Il a raccroché sans répondre, mais je savais qu'il serait là dans l'heure. Ross avait hérité de mon besoin de voir des preuves, de comprendre comment les choses fonctionnent. Il ne pourrait pas résister à l'envie de consulter les documents. Il est arrivé 45 minutes plus tard, avec Amelia. Mes 2 enfants avaient l'air de s'être disputés, et les yeux d'Amelia étaient rougis par les larmes. Montre-nous, a dit Ross sans préambule. J'ai étalé les papiers sur mon établi au relevé bancaire, documents immobiliers, lettres de plainte, dossiers de poursuite. Je leur ai expliqué le stratagème étape par étape. Comment Jake repérait les vendeurs désespérés, comment Martha s'occupait des formalités légales, comment il revendait les biens sans divulguer les problèmes. Comment ils se partageaient les bénéfices grâce à leur compte secret. Madame Patterson, ai-je dit, en montrant une lettre de plainte. Vous vous souvenez d'elle? Elle vous apportait des cookies quand vous étiez petit? Jake lui a vendu une maison avec des fondations fissurées et des moisissures noires dans le sous-sol. Elle a perdu toutes ses économies et a dû emménager chez sa fille. Amelia a lu la lettre, son visage pâlissant. Maman était au courant. Maman a traité les papiers, sa signature sur chaque document. Ross étudiait les relevés bancaires, sa formation de comptable prenant le dessus. C'est beaucoup d'argent. De l'argent qui aurait pu payer vos études sans prêt.
De l'argent qui aurait pu sauver ce mariage, cette famille. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier. Au lieu de ça, c'est parti dans des chambres d'hôtel et des vêtements de marque, et la vie fantasmée que ta mère se construisait avec Jake. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, a demandé Amelia, d'une voix très calme. Ça dépend de votre mère. Si elle veut être raisonnable, on peut en finir sans faire de vagues. Si elle veut se battre. J'ai haussé les épaules. Alors toute la ville va découvrir ce qu'elle a fait. Tu serais vraiment capable de la détruire comme ça? La voix de Ross était tranchante, accusatrice. Elle s'est détruite elle-même. Je décide juste si je l'aide à cacher tout ça, ou si je laisse les gens voir qui elle est vraiment. Ils sont partis sans dire au revoir, mais j'ai vu le doute dans leurs yeux. La certitude qu'ils avaient au sujet de leur mère, de la façon dont la famille fonctionnait, se fissurait. Ils commençaient à comprendre que l'histoire qu'on leur avait racontée la pauvre Martha, coincée dans un mariage avec un mécanicien de province n'était pas toute la vérité. Cet après-midi-là, Victoria a appelé. Tom. Il faut qu'on se rencontre. Ça a dégénéré. Ta sœur a compliqué les choses quand elle s'est enfuie au lieu d'être raisonnable. Elle a peur. Tu l'as menacée, tu as soutiré de l'argent à Jake, tu as monté ses propres enfants contre elle. Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à ce qu'elle se comporte comme une adulte et qu'elle assume ses actes. Mais j'imagine que c'était trop lui demander. Rosies dîner, dans 1 heure. Viens seul. J'ai failli éclater de rire. Victoria, ce n'est pas moi qui dois m'inquiéter d'être seule. C'est ta sœur qui commet des crimes. Mais j'y suis allé quand même, curieux de savoir quel genre de marché ils allaient essayer de conclure. Victoria m'attendait dans le même box où j'avais coincé Jake, avec l'air de préférer boucler des contrats en entreprise plutôt que de gérer des drames familiaux. Voilà comment ça va se passer, dit-elle, sans tergiverser. Martha entame une procédure de divorce dans le Connecticut, où elle vit maintenant. Le Connecticut est plus favorable aux femmes dans les divorces. Martha ne vit pas dans le Connecticut. Si, maintenant. Elle a un appartement. Elle a un boulot qui l'attend dans un cabinet d'avocat à Hartford. Elle repart à zéro. J'ai fait signe à Rosie pour qu'elle m'apporte un café, gagnant du temps pour réfléchir. Déménager dans le Connecticut était une idée intelligente. Ça rendrait le divorce plus compliqué, plus coûteux, plus difficile à contrôler pour moi. Mais ça signifiait aussi renoncer à Maple Hollow, admettre sa défaite, fuir la vie qu'elle avait essayé de me voler. Et la fraude immobilière? L'argent volé? Quel argent volé? J'ai qu'à transférer de l'argent d'un compte d'entreprise légitime pour rembourser une dette. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Et les plaintes pour fraude? Des litiges commerciaux. Ça arrive tout le temps dans l'immobilier. Victoria était douée. Elle avait trouvé des moyens de rendre tout ça légitime, de protéger Martha du pire. Mais elle avait aussi laissé échapper quelque chose. Ils avaient suffisamment peur pour fuir, pour abandonner leur plan de prendre la moitié de mes biens et de rester en ville. Alors Martha peut repartir à zéro dans le Connecticut avec un nouveau travail et un casier vierge, tandis que moi je me retrouve avec le bordel qu'elle a laissé? Tu gardes ton entreprise, ta maison et ta réputation. Après ce que tu as fait la semaine dernière, c'est déjà généreux. Ce que j'ai fait, c'est me défendre contre des gens qui me volaient. Ce que vous avez fait, c'est de l'extorsion, des sévices et des agressions. Jake pourrait encore porter plainte. Je me suis adossé, étudiant le visage de Victoria. Elle bluffait. Si Jake voulait porter plainte, il l'aurait déjà fait. Le fait qu'il ait transféré l'argent et qu'il quitte la ville signifiait qu'il avait plus peur de se faire prendre que de se venger. Voici ma contre-proposition, dis-je. Martha peut aller dans le Connecticut. Elle peut repartir à zéro, construire la vie qu'elle veut. Mais elle n'aura pas de pension alimentaire. Elle n'aura pas la moitié de mon entreprise et elle ne pourra pas faire semblant d'être la victime dans cette histoire. Ça ne marchera pas. C'est pourtant ce qui va se passer. Elle peut demander le divorce dans le Connecticut, dans le Massachusetts ou sur Mars, ça m'est égal. Mais j'ai suffisamment de preuves pour lui rendre la vie très compliquée si elle essaie de me prendre ce que j'ai construit. Victoria a ramassé ses papiers et s'est levée. Tu fais une erreur, Tom. Martha a des droits, et elle a de l'argent. Ce n'est pas fini. Tu as raison, dis-je. Ce n'est pas fini. Mais ça va bientôt l'être. Après son départ, je suis resté assis dans le dîner pendant 1 heure de plus,
à boire du café et à réfléchir à ce qu'on s'était dit. Ils étaient en train de se regrouper, de planifier leur prochain coup, probablement en train de parler à des avocats chics qui savent comment protéger les femmes riches des maris encombrants. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. J'en avais fini de me soucier d'être le gentil, d'en finir de m'inquiéter de ce que les gens pensaient. D'en finir d'essayer d'être raisonnable avec des gens qui étaient déraisonnables depuis 15 ans. S'ils voulaient se battre, j'étais prêt. Mais ça allait se passer selon mes règles, avec des armes qu'ils ne savaient pas que je possédais. La guerre ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, Martha a commis sa première erreur. Elle est revenue à Maple Hollow. Je travaillais tard à l'atelier quand Danny Kowalski m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Tom, ta femme est chez Jack. J'ai vu sa voiture dans l'allée il y a environ 1 heure. J'ai levé les yeux du moteur que j'étais en train de remonter, des morceaux de mon ancienne vie s'emboîtant soudainement comme des engrenages. Jack est censé être parti. C'est ce que je pensais. Mais sa BMW est là aussi, et les lumières sont allumées à l'étage. J'ai essuyé mes mains et j'ai pris ma veste. Danny, rends-moi un service. Appelle Sal, dis-lui que j'aurai peut-être besoin de renfort. Tom, ne fais pas de bêtises. J'en ai fini de faire des bêtises. Maintenant, je vais faire quelque chose d'intelligent. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison de Jack, en réfléchissant à ce qui pouvait arriver. Si Martha était là, cela signifiait que le plan du Connecticut était soit un mensonge, soit qu'il avait échoué. Si Jack était toujours en ville, cela signifiait qu'il avait décidé de se battre au lieu de fuir. Dans les 2 cas, ils avaient rompu le marché que nous avions conclu, ce qui signifiait que j'étais libre de rompre le mien. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai appelé Carol, la comptable. Carol, c'est Tom. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi tout de suite. Transfère tout l'argent des comptes joints vers mon compte d'entreprise. Puis ferme complètement les comptes joints. Tom, il est presque minuit. Je sais quelle heure il est. Tu peux le faire en ligne? Les opérations bancaires? Ouais. Mais Tom, si Martha compte se battre pour le divorce, elle vient de flinguer notre accord. Vire l'argent. Point barre. J'ai appelé la ligne antifraude du Conseil immobilier de l'État et je leur ai balancé tout ce que j'avais sur Jack Turnbull au numéro de compte, adresse, le paquet. Ensuite, j'ai tapé dans la ligne d'alerte de l'IRS, je leur ai parlé des revenus non déclarés de ces transactions immobilières. Et pour finir, j'ai appelé le cabinet d'avocats d'Hartford où Victoria disait que Martha avait un poste en vue. Ici Tom Murphy. J'aurais besoin de la personne qui s'occupe des vérifications d'antécédents. J'ai des infos sur une employée potentielle que vous devriez connaître. Le gardien de nuit était sympa, mais pas d'une grande aide. Il a pris mon nom, a dit que quelqu'un me rappellerait dès demain. J'ai laissé un message rapide, Martha Murphy a commis des fraudes immobilières, elle fait l'objet d'une enquête. Vous devriez peut-être reconsidérer son embauche. Quand j'ai fini, les lumières chez Jack s'éteignaient. J'ai attendu 1 heure de plus, mais ni Martha ni Jack ne se sont montrés. Ils sont probablement en train de se démener, de chercher comment sauver leur arnaque maintenant que je contre-attaque. Je suis rentré, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Le lendemain matin, c'était le chaos. Mon téléphone se met à sonner à 7 heures. Victoria hurle à propos de comptes bloqués, des offres d'emploi qui disparaissent. Puis Ross veut savoir pourquoi son fonds d'études est vide. Amelia pleure parce que ses cartes sont refusées. J'ai laissé tout ça aller sur la messagerie vocale, je suis allé au garage. Sal était là avec du café, l'air sombre. Tommy, espèce de magnifique taré, qu'est-ce que t'as fait? J'ai arrêté de jouer les gentils. J'ai ouvert les portes du garage, j'ai mis le chauffage en route. Ils veulent se battre salement, je me battrai salement. Toute la ville en parle. Jack raconte à tout le monde que t'essaies de le piéger. Martha dit que tu as volé de l'argent à tes propres enfants. Laisse-les parler. Ce soir, tout le monde connaîtra la vérité. À midi, Madame Henderson m'a apporté un sandwich et les derniers potins. Tom, mon chéri, il y a des enquêteurs chez Jack. Des types vraiment officiels, avec des badges et tout. Le Conseil immobilier de l'État, probablement. Peut-être l'IRS. Et Martha est au commissariat avec Victoria. Elle dépose quelque chose contre toi. J'ai failli rire. Laisse-moi deviner. Maltraitance? Extorsion? Violence conjugale? Comment tu sais?
Parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Quand on prend les gens la main dans le sac, ils essaient de faire passer la victime pour le méchant. Cet après-midi-là, le détective Ray Morrison est passé. On était au lycée ensemble, il m'amène sa voiture depuis 15 ans. Il avait l'air mal à l'aise, il a sorti son carnet. Tom, faut que je te pose quelques questions. Martha et sa sœur ont déposé une plainte. Ils disent que tu les menaces, que tu voles de l'argent, que tu leur rends la vie infernale. Ray, tu me connais. J'ai déjà été violent? Déjà arrêté? Déjà causé des problèmes? Non, mais... Mais quoi? Maintenant que ma femme s'est fait prendre à tricher et à voler, je suis soudainement un criminel. Ray a rangé son carnet. Tom, officieusement, la moitié de la ville pense que Martha a eu ce qu'elle méritait. Mais officiellement, je dois vérifier ça. Vérifie. Vérifie mes relevés bancaires, mes relevés téléphoniques, tout. Tu verras que chaque centime que j'ai viré venait de comptes que Jake et Martha utilisaient pour cacher de l'argent volé. Et les histoires de maltraitance? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré le dossier de preuve. Ray, jette un coup d'œil. Fraude immobilière, revenus non déclarés, plainte de victimes. Martha et Jake montent des arnaques depuis 2 ans. Ray a parcouru le dossier, il est devenu sérieux. Putain, Tom, c'est du fédéral, ça. L'IRS, les enquêteurs de l'État, tout le bazar. Je sais. Je les ai appelés. Tu les as appelés? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Ces gens volaient nos voisins. Ray, Madame Patterson, les Kowalski, un tas d'autres. Il fallait bien que quelqu'un les défende. Ray m'a rendu le téléphone. Tom, faut que je te dise, cette plainte contre toi n'ira nulle part. Pas avec ces preuves contre eux. Je m'en doutais. Mais fais attention. Les animaux acculés font des choses dingues. Il est parti. J'ai passé l'après-midi à travailler sur des voitures, à attendre que le couperet tombe. C'est arrivé à la fermeture quand la BMW de Jake s'est garée. Jake est sorti, on aurait dit qu'il avait pris 10 ans en 2 semaines. Les cheveux en bataille, les vêtements froissés, les mains qui tremblaient en allumant une cigarette. Tom, faut qu'on arrête ça. Je croyais que c'était déjà fait. T'étais censé être parti. Les plans ont changé. Martha et moi, on va se battre contre ça. Contre tout. J'ai essuyé mes mains, je lui ai accordé toute mon attention. Se battre contre quoi? Les preuves? Les relevés bancaires? Les plaintes des gens que vous avez arnaqués? On va prouver que tu nous as piégés. Que tu as fabriqué des preuves, falsifié des documents, tout ce qu'il fallait pour nous faire accuser. Jake, t'es pas aussi con. Tu sais que j'ai pas les compétences ni l'argent pour truquer 2 ans de relevés bancaires et de transactions immobilières. Alors on va prouver que tu m'as extorqué l'argent. Que tu m'as menacé, que tu m'as forcé à virer des fonds. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Jake, t'as enregistré notre conversation, hein? Son visage est devenu blanc. Je me doutais que tu le ferais. C'est une bonne idée, en fait. Sauf que maintenant, t'as un enregistrement de moi en train de te proposer une porte de sortie. Pas de l'extorsion. De la négociation. Écoute, Tom, voilà ce qui va vraiment se passer, Jake. Les enquêteurs de l'État vont découvrir des fraudes. Le fisc va trouver des revenus non déclarés. Ta femme dans le Connecticut va apprendre l'existence de ta maîtresse et de tes petites affaires louches. Tout le monde à Maple Hollow va savoir ce que tu es vraiment. Jake écrasa sa cigarette du pied. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu dégages ce soir. Martha signe des papiers de divorce qui soient pas délirants, et vous disparaissez tous les deux de ma vie. Pour toujours. Et si on ne le fait pas? Je souris. Quelque chose dans mon visage le fit reculer. Alors demain matin, je poste chaque document, chaque photo, chaque preuve que j'ai sur tous les réseaux sociaux des 3 comtés. Tout le monde saura que Jake Turnbull et Martha Murphy sont des voleurs qui dépouillent leurs voisins. Tu ne ferais pas ça à ta propre femme, Jake. Ma femme est morte il y a 15 ans. La femme qui se fait appeler Martha Murphy n'est qu'une inconnue qui arnaque ma famille. Il me fixa un long moment, puis remonta dans sa BMW et démarra en trombe. Je regardais ses feux arrière disparaître dans Main Street, en sachant que je ne le reverrais jamais. 3 heures plus tard, Martha appela. Je signerai les papiers,
Tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne me détruis pas. Accord raisonnable. Pas de pension alimentaire. Garde partagée de ce qu'on pourra sauver de notre relation avec les enfants. D'accord. Et Martha, si jamais tu reviens à Maple Hollow, si jamais tu essaies de me contacter à nouveau, si jamais tu causes des problèmes à nos enfants, je finirai ce que j'ai commencé. Elle raccrocha sans un au revoir. 2 jours plus tard, je signai les papiers de divorce qui me laissaient tout ce que j'avais bâti et laissais à Martha assez d'argent pour recommencer ailleurs. Les enfants étaient furieux, perdus, blessés. Mais ils commençaient aussi à comprendre que leur mère n'était pas la victime qu'ils croyaient. Jake s'est volatilisé. Disparu. Sa maison a été mise en vente, sa licence d'agent immobilier a été révoquée, et il se disait que sa femme dans le Connecticut avait demandé le divorce et gelé tous ses comptes. Moi? J'ai gardé Murphy S. Auto, j'ai gardé ma maison, j'ai gardé mon intégrité. J'avais appris que parfois, la seule façon de traiter avec des gens qui ne jouent pas franc jeu, c'est d'arrêter de jouer franc jeu soi-même. Mais j'avais aussi appris qu'il y a une limite entre se défendre et devenir le monstre que l'on combat. Je m'étais approché très près de cette limite, mais je ne l'avais pas franchie. J'étais toujours le dernier honnête homme de Maple Hollow. Juste beaucoup moins naïf sur ce que l'honnêteté exige parfois. 6 mois plus tard, je fermais le garage quand une voiture familière se gara. Madame Patterson, à qui Jake avait vendu sa maison au sel avec les fondations fissurées et les moisissures noires. Elle sortit lentement, s'appuyant sur une canne dont elle n'avait pas besoin avant. Le stress d'avoir perdu ses économies de toute une vie l'avait vieilli de 10 ans et 6 mois. Tom, je voulais vous remercier. De quoi, Madame Patterson? D'avoir tenu tête, de vous être battu. D'avoir fait en sorte que les gens connaissent la vérité. Elle me tendit une enveloppe. L'État a récupéré une partie de mon argent. Pas tout, mais assez pour aider. J'ouvris l'enveloppe. Un chèque de $5000. De l'argent que je n'espérais plus revoir. Madame Patterson, c'est trop. Ce n'est pas assez. Vous avez sauvé cette ville de ces gens, Tom. Vous avez fait ce que nous avions tous trop peur de faire. Après son départ, je restais assis dans mon bureau, à fixer le chèque. C'était quelque chose. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'avoir raison. De savoir que parfois, faire ce qui est juste, ça marche vraiment. J'ai déposé le chèque et je suis rentré chez moi en voiture à travers les rues paisibles de Maple Hollow, devant la maison vide de Jake et le cabinet d'avocat où Martha travaillait. Devant tous ces endroits où j'avais vécu un mensonge sans même le savoir. Mais je n'étais plus le même type qui avait parcouru ces rues il y a 1 an. Ce type-là était confiant, naïf, prêt à se laisser manipuler par des gens qui pensaient que la gentillesse était une faiblesse. Ce type-là savait mieux. Ce type-là avait appris que parfois, la seule façon de protéger les gens qu'on aime, c'est de devenir quelqu'un que vos ennemis craignent. J'étais toujours honnête. Toujours décent. Mais je n'étais plus la dupe de personne. Et dans un monde rempli de gens comme Jake et Martha, ça faisait toute la différence. Flock, my son. You useless bitch! Yeah! Alright, chill. We're doing. Nah, chill. Why you crying? 2 minutes. I'm telling the ass. Bad. I'ma show them my ass. Yeah. So you know how to play Duck the Goose? Everyone got. That's not the biggest car, but okay. Okay. The strongest. Alright, is you ready? Monster truck takes 2 spots. Dog. Chiles, cash. Goose. Get ninja. Oh. You like that? You like that? You like that? You like that?
No! Imidere! He's so lucky! I only have one more. I have one more, chat. If I sell, I'm out. You like them. Shut the fuck up! Ninja, I fucked you, you know? Dog, dog. Goose. The red one. I got it. Chill. Hey, I still got one life though. I got one life. If I sell one more time, I'm out. Alright, come on. Come on, dice. You got two. Yo, stop moving, chat. Stop moving. He will pick whoever he wants. Dog, goose. The last one. The last one. Ooh, W John. The last one. Chat, who's right, chat? Like, I don't fucking... Who's right, chat? Who right? I think John. Dice. Dice. John. Already. TikTok chat said Dice. Twitch chat said Dice fascio. Dice for sure. Aye, John. Just be a goose, gang. Be a goose, John. At Jonic, you got pushed. I don't know, bro. Dice pushed him out when he was in. He wasn't like fully in, but alright. Come on, John. It was you. Hey, I'm asking chat because I wasn't sure. Dog. Hey, chill, John. Not fully, yeah. That's what I'm saying. Yo, he hit monster truck. Yo, Mexico, W. No, that's Italy. I'm sorry. John got it. Yo, I'm sorry to my Mexican people. It's a Italy car. Dog. Goose? Ooh, he hit Night Shark. Oh my gosh, chill! Make sure he parks right. Jarvis got it. Hey, Monster got one more chance. Lock in, bro. Lock in. That's exactly why I picked Night Shark and DDG, but not this time, lol. Dog. I was Goose? hot. Really, bro? We went for the big one. Go. Yo, Monster is out. Just watch, bro. Hey, who wanna be next Goose? I don't wanna be next Goose. I only got one chance. What, bro? You was dribbling his eye? Come on. Dog. I dribbled the monster. Goose? Haha. Ooh. WKXG. Come on, shortish. So everyone in here got 2 lives but me. I got 1 and Monster is out. I got it like clean, bro. After this, we're doing flip competition. Yo, Flog, get the I said you useless bitch, get off! NPC looking at Ninja. Wanna be Shaq or something. Bro, I wanna cheat. Chill. Shortish got it. I dribbled the monster trucks, He had 1-0 though. Who's that? Dog. Oh, I think I'm out. Oh, I can't do shit.
He sold! Oh, he sold! He sold! He sold! He sold! He sold! OFC, he parked in the Rangoni. Hey, he got one more. Elmo. He got one more. Who's that? That's Emin. Dog, dog. Don't touch me. Goose? Oh shit. Lamb truck, lock in. W rig, bro. No, no, no. Go, go, go. Lamb truck, go. Alright. Emin got it. Emin got it. Come on, Ash. You got two. Emin got one. Let me text. Let me put in my notebook. Emin and me got one. Bibi, how long you on? What's up, Habibi? Like 1 more hour. Dog, dog, goose. Damn, Josh off the spot. Nah. John got it. Ash got one more. Ash got one more. Chat, this should be faster. Not because less people, but because I'm not chill. I'm not adding lives to nobody. Come on, Ash Cash, lock in. Home after 1 hour. W, hardworking man. Dog, dog, goose. Ash Cash selling. No way. Ash Cash is out. Who wanna be next goose? Somebody with 2 lives. Don't be scared. The green car. Damn, why Ash cash out? I wanted to hit his off. Dog. Dog, goose. Ooh. Yeah, love meow. W meow. Jarvis got it. Noah, you have one more. Noah, you have one more. If you sell, you out. Right? Right. Yeah, right. Dog. Actually, I don't know, bro. You weird bitch. He's so fucking weird. Oh hell nah. Nah. Bro, he's a bitch. Bro, watch out. Wanna be an next goose, chat?